Lowe's. Find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Everyone knows that unexplainable it factor, that smile that lights up a room, that wow. Well, it doesn't happen by itself. There's chemistry behind the charisma. Colgate Optic White Pro Series toothpaste removes 15 years of deep-set stains when you brush twice daily for 2 weeks. How? The clinically proven formula is powered by Colgate's hydrogen peroxide complex. It works at the molecular level to gently dissolve stains deep within the enamel where your brush can't reach. It's proof that daily routine can be remarkable. That's the science of wow. Colgate Optic White. Bienvenue à Finances fondamentales en rediffusion. J'ai décidé de publier de nouveau chaque troisième jeudi du mois un épisode qui avait été soit populaire auprès des personnes auditrices ou tout simplement des livres qui, moi, m'ont marqué personnellement. Pourquoi faire ça? Je souhaitais faire découvrir ces épisodes-là aux nouvelles personnes auditrices qui n'ont peut-être pas eu la chance de les écouter parce qu'ils n'ont pas déroulé leur menu jusqu'à la fin des premiers épisodes ou permettre aux gens qui l'ont déjà écouté voilà un petit bout de réviser les concepts qui étaient véhiculés dans ces livres-là. Si vous avez déjà écouté cet épisode-là et que vous n'êtes pas intéressé de le réécouter, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode qui sera publié mardi prochain, comme d'habitude. Soyez prudents, il y a peut-être certaines informations qui sont véhiculées dans cet épisode-là qui sont plus à jour maintenant, donc faites preuve de jugement. Sur ce, bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue au 67e épisode de Finances fondamentales. Je suis encore une fois super content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse de la deuxième partie du livre de Carmen Kong qui a été écrit en 2023 qui s'intitule « Elle investit ». La semaine passée, dans l'épisode 66, j'avais fait la synthèse de la première partie du livre en 5 points. Donc les 5 points, c'était les femmes et l'investissement, la gestion des finances en 3 étapes, l'épargne et l'investissement pour mener vers la liberté financière, la psychologie et l'argent, et chiffrer sa liberté. Aujourd'hui, le premier point de synthèse, c'est faire fructifier son argent. Donc, dans quoi qu'on devrait investir son argent? Elle dit qu'investir en bourse, c'est pas la bonne solution pour tous vos dollars gagnés. Ce serait triste que votre mise de fonds de votre maison, par exemple, s'évapore dans un krach boursier. Elle dit que c'est la même chose pour le fonds d'urgence. C'est pas une bonne idée de placer ce fonds d'urgence-là à court terme ailleurs que dans un CPG ou un véhicule similaire qui peut protéger votre capital un peu comme le FNB Cash.to. Excluant l'immobilier, elle présente 2 catégories d'actifs, donc les actions et les obligations. Il y en a plus que ça, mais elle dit que c'est les deux principales catégories d'actifs à connaître. Selon elle, quand on a un projet à court terme, donc dans 1 à 3 ans, elle dit qu'on devrait placer l'argent dans des obligations. Lorsqu'on a un projet de 3 à 5 ans plus à moyen terme, on devrait placer ça dans du 50-50, donc 50% actions, 50% obligations. Et lorsque le projet est dans 5 ans ou plus, donc à long terme qu'elle appelle, l'argent pourrait être placé à 100% dans des actions, mais elle dit que bien sûr, ça dépend de votre profil de risque. J'ai déjà expliqué les actions puis les obligations dans des épisodes précédents, mais je trouve qu'elle le fait beaucoup mieux que moi. Donc, je le refais aujourd'hui, puis c'est jamais perdu quand on répète quelque chose. Des fois, ça permet de mieux l'acquérir. Pour les actions, elle dit que c'est simplement un titre de propriété d'une entreprise. Donc, le marché boursier, c'est l'endroit où vous allez acheter les actions. Une entreprise va être identifiée par un symbole. Donc, elle dit que c'est comme au centre d'achat. On va y retrouver aussi du Lululemon avec le symbole LULU, Lulu. Aridia qui est ATZ et du Starbucks SBUX. Mais au lieu de vendre des vêtements comme dans un centre d'achat puis des lattés à 7$, le marché boursier vous vend des actions. Elle dit que contrairement aux magasins dans le centre d'achat où les prix sont fixes, le prix des actions va varier d'une seconde à l'autre sur le marché boursier selon l'offre et la demande. Investir dans une entreprise, ça permet de participer à sa croissance qui va ultimement se refléter dans le prix de l'action. C'est pour ça qu'on parle d'enrichissement à long terme. Historiquement, le rendement du TSX a été de 9,3% et le rendement du SP500 qui, lui, représente les 500 plus grandes compagnies américaines alors que le TSX, c'était plutôt les compagnies canadiennes, ça nous amène à 9,71% de rendement historique pour le SP500. Pour les obligations, elle dit que l'obligation, c'est un prêt, mais vous êtes le prêteur.
La différence, c'est qu'au lieu de prêter de l'argent au beau-frère, vous prêtez l'argent au gouvernement ou à des entreprises. En retour, le gouvernement ou les entreprises vont vous émettre des obligations. Ça veut dire qu'ils sont obligés, sauf s'il y a une faillite, de vous rembourser le prêt en plus des intérêts dans un délai convenu. Donc, par exemple, si vous dites prenez l'obligation à 5% pendant 3 ans, pendant 3 ans, vous allez obtenir 5% de rendement annualisé et à la fin des 3 années, ils vont vous redonner votre capital. L'auteur dit que la qualité de l'obligation est importante si vous voulez être remboursé. Donc, elle parle du AAA visite du D. Donc, par exemple, le pays Canada. Donc, si vous prêtez de l'argent au Canada dans des obligations canadiennes, c'est du AAA. Donc, c'est presque... il n'y a aucune chance, presque, que vous ne revoyez pas votre argent. Au contraire, si vous investissez dans une entreprise qui émet des obligations C ou D, là, il y a plus de risques de faillite, puis il y a plus de chances que vous ne revoyez plus votre argent, mais bien sûr, le rendement potentiel va être plus élevé dans ces obligations-là plus risquées. Depuis 1929, elle dit que le rendement des obligations a été de 5,59%. Comme elles sont souvent garanties par le gouvernement, généralement, les obligations vont être moins rentables que les actions, mais il y a également moins de risques. Donc, moins de risques, on devrait dire plutôt moins de volatilité, moins de rendement. Le lien entre les deux, règle générale, un portefeuille va contenir les 2 types d'actifs selon votre profil d'investissement. Dans mon cas, je suis 100% action parce que l'horizon est à très long terme. J'ai pas de projet à court ou moyen terme avec ce que j'investis sur le marché boursier dans mon CELI ou mon REER. Mais selon vous, ça va dépendre de votre profil, de vos objectifs. Souvent, il va y avoir un mélange des deux avec un 80-20, un 60-40. Il y a plusieurs mélanges possibles. Elle présente ensuite une échelle de risque des produits financiers inspirée de ce que propose Fabien Major dans un livre ou un article, j'imagine, elle s'est inspirée de lui. Je nuance un petit peu plus, là, je vais vous présenter les 15 échelons de cette échelle-là selon le risque, 1 étant le moins risqué et 15 étant le plus risqué. Mais, par exemple, le numéro 1, c'est l'argent comptant. Donc, il n'y a aucun risque avec l'argent comptant parce que vous ne pouvez pas la perdre. Par contre, faut pas négliger non plus le risque d'inflation. Donc, votre argent comptant que vous gardez, vous la perdez pas sous votre matelas. Par contre, dans 10 ans, elle va valoir beaucoup moins qu'elle vaut en ce moment. Donc, pour moi, c'est quand même un risque qu'il faut prendre en considération pour les premiers niveaux de l'échelle, là, où les rendements, parfois, sont plus bas que les niveaux de l'inflation. Donc, numéro 1, le moins risqué, argent comptant. 2, les bons du trésor. 3, les obligations d'État. 4, des certificats de dépôt garantis, donc des CPG. 5, des obligations de société, donc des obligations d'entreprise. 6, des fonds communs et des FNB. 7, des actions en bourse, mais de grandes sociétés, donc des entreprises plus solides, on va dire, des blue chips. 8, des biens immobiliers. 9, des actions en bourse, mais de petites entreprises. 10, des actions de sociétés privées et de PME. 11, des prêts et des crédits privés à des personnes, à des individuels, des particuliers plutôt, des individuels. Ensuite, 12, c'est des métaux précieux comme l'or, l'argent, ainsi de suite. 13, des actifs de crypto-monnaie. 14, des œuvres d'art. Et 15, des produits dérivés comme des options, des swaps et des contrats à terme que je ne vais pas dans le détail aujourd'hui. Donc, c'est l'échelle de 1 à 15 des risques des différents produits financiers qui pourront vous être proposés dans votre futur financier. Elle parle ensuite de 2 façons de devenir millionnaire grâce à la bourse. Donc, elle présente d'abord le gain en capital. On a déjà vu c'était quoi, mais elle présente un exemple facile à comprendre selon elle. Donc, elle dit que si tu achètes un condo à 300 000 $ et que tu le revends plus tard à 400 000 $, tu as fait 100 000 $ de gain en capital. C'est la même chose avec les actions. Si tu achètes une action à 100 $ et dans un an, tu la revends à 150 $, tu as fait un gain en capital de 50 $. Donc, le gain en capital va se réaliser uniquement quand vous allez vendre l'action. Donc, c'est seulement des gains ou des pertes qui sont sur papier jusqu'à temps que vous fassiez l'action de vendre l'action, justement, à perte ou avec des gains. La deuxième façon de devenir millionnaire grâce à la bourse, elle dit que c'est avec le dividende. Donc, elle dit que le dividende, c'est une façon pour les entreprises de remercier les actionnaires en leur versant une part des bénéfices. La fréquence des dividendes va varier selon l'entreprise ou le FNB, mais habituellement, c'est à peu près aux 3 mois. Donc, si le dividende de l'entreprise que vous avez des actions est de 4% distribué de façon trimestrielle, vous allez avoir 1% de votre valeur de votre investissement chaque mois.
Donc, par exemple, si vous avez 4 000 $ de l'action XYZ avec 4% de dividendes, ben, vous allez recevoir 40 $ chaque 3 mois pour un total de 160 $ après un an pour 4% de dividendes. Bien sûr, le dividende va varier à chaque 3 mois selon si l'entreprise a pris de la valeur. Donc, si vos actions ont pris de la valeur ou ont perdu de la valeur, et les décisions de l'entreprise peuvent également influencer s'ils augmentent ou ils diminuent leurs dividendes, mais en gros, le dividende, c'est un pourcentage des profits qui est remis aux actionnaires à peu près à chaque 3 mois habituellement. Il faut toutefois jamais oublier, et je le rappelle, là, je viens de le dire, mais peut-être pas assez clairement, mais les dividendes sont jamais garantis. Le comité d'administration des entreprises peut décider de réduire ou d'éliminer un dividende, et certaines entreprises ont un historique plus solide de paiement de dividendes. Moi, je prends l'exemple cette année avec Medifast, qui est une de mes actions individuelles où j'ai beaucoup d'argent de placer. Ben, cette année, un mois avant le dividende de 9-10% parce que le titre avait baissé de façon assez magistrale, ben, ils ont décidé de couper le dividende. Donc ça fait chier les actionnaires comme moi et ça montre, ben, peut-être qu'il faut refaire nos devoirs sur cette entreprise-là pour voir si le comité d'administration, le CEO et tout ont à cœur le bien des actionnaires. Deuxième élément de synthèse aujourd'hui, c'est 5 mythes sur l'investissement boursier. Le premier mythe qui est présenté par l'auteur, c'est « Il faut être riche pour investir ». Elle dit que c'est vrai il y avait plusieurs années, mais c'est plus le cas aujourd'hui. La technologie a permis de démocratiser beaucoup l'investissement boursier. Il y a même certains FNB tout en un qui sont en bas de 40 $ l'action. Tu peux donc commencer à investir en bourse avec seulement 40 $ et même moins. Là, j'en ai à... Il me semble que FEQT que j'ai mis pour ma plus vieille qui a commencé à investir, c'est à peu près en bas de 20 $, me semble, de mémoire. Là. Le deuxième mythe qu'elle présente, c'est que la bourse, c'est comme le casino. Elle dit que ce genre de discours-là va ignorer complètement la différence entre investir et spéculer. Donc, spéculer, c'est dire le titre X va exploser à cause de l'intelligence artificielle. Et elle dit que ça néglige également l'importance de diversifier son portefeuille. Donc, lorsqu'on investit et qu'on diversifie, ben la bourse n'est pas un casino. Le mythe numéro 3, c'est qu'il faut trouver un moment opportun pour investir, donc du market timing. Donc, pour être un bon investisseur, être capable d'investir, il faut savoir quand le faire. L'auteur dit qu'elle entend souvent les affirmations suivantes, et c'est le cas aussi pour moi, c'est à peu près 25% des questions ou des commentaires que je reçois par Gmail ou par Facebook à chaque semaine. Premier commentaire, j'aimerais commencer à investir, mais le marché boursier est trop élevé, je vais attendre. Deuxième commentaire, la bourse n'arrête pas de monter, je dois miser le tout pour ne pas manquer le bateau. Et troisième commentaire, j'aimerais commencer à investir, mais c'est la débandade boursière et j'ai peur que ça descende encore plus, je vais attendre. Donc, on a vu finalement que dans 2 des 3 commentaires, c'était qu'on allait attendre soit parce que le marché était trop haut ou trop bas, donc c'est ça qu'on appelle le market timing. Elle dit que l'être humain va toujours être attiré par l'appât du gain, surtout lorsque c'est un gain qui est potentiellement rapide, qui est présenté à lui. La peur de perdre, on l'a vu aussi quelques fois, va nous porter à vouloir minimiser les pertes lors des chutes boursières et donc arrêter d'investir. Alors que pourtant, c'est probablement le meilleur moment de le faire. Elle dit que le market timing est voué à l'échec, donc ici dans mon mot-clé, je me suis dit oui, je le répète souvent. En théorie, c'est super beau le market timing, puis même moi, des fois, dans ma tête, je m'emporte en me disant « Ah, c'est un bon moment, je devrais t'attendre le mois prochain au cas que ça baisse ou au cas que ça remonte un petit peu. » Donc, en pratique, il faut déjouer le marché boursier 2 fois quand tu essaies de faire ça, parce qu'il faut que quand tu vends tes actions, ce soit le bon moment, donc lorsque le marché est en haut. Et il faut aussi que lorsque tu rentres sur le marché de nouveau avec ton argent, il faut que ce soit le bon moment aussi. Donc, il faut être 2 fois raison quand le marché est en haut pour sortir et quand le marché est en bas pour rentrer, ce qui est pas beaucoup de monde qui réussissent à faire de façon efficace et souvent. Donc, elle aussi, justement, elle a dit que c'est une mission impossible historiquement. Souvent, ça va amener à vendre à perte et à être écœuré du marché boursier et donc de perdre des futurs rendements potentiels qui auraient pu vous procurer en fait le marché boursier parce que vous voulez moins investir, vous avez plus peur d'investir en fait sur ce marché-là parce que vous vous êtes fait avoir quelquefois. La meilleure façon de ne pas tomber dans le piège du market timing, c'est d'automatiser ses investissements et d'acheter beau temps, mauvais temps, comme moi je fais dans mon cas, c'est d'acheter à chaque dernier vendredi du mois, mais peut-être c'est possible de le faire plus souvent ou moins souvent. J'ai eu un accompagnement dernièrement que la personne me dit « C'est correct que j'achète chaque semaine ou c'est trop souvent? » Ben en fait, si tu achètes chaque semaine, c'est correct, il faut juste que tu sois régulier. Si tu achètes chaque vendredi,
ben t'achètes chaque vendredi puis tu te dis pas « Ah, je vais attendre le vendredi prochain parce que la bourse est en train de descendre ». Ça, c'est du market timing. Donc, peu importe le nombre de fois que t'achètes par mois, faut juste que ce soit constant, régulier, peu importe ce qui se passe sur les marchés boursiers. Quatrième mythe, c'est qu'il faut tout vendre quand ça va mal. Donc, elle dit que Morgan Housel écrivait que l'optimisme est perçu comme un pitch de vente, alors que le pessimisme est perçu comme quelqu'un qui veut nous venir en aide. C'est tellement vrai. Elle a mieux lu le livre Psychology of Money que moi, parce que j'avais pas vu cette citation-là, mais je trouve que c'est bien. En fait, c'est vrai que lorsqu'on a l'air pessimiste, qu'on vous dit « vendez tout, ça va crasher », ben on a l'air de quelqu'un qui veut votre bien, alors que quand on est optimiste, investissez, inquiétez-vous pas à long terme, ça monte. On a l'air de quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose. Comme elle dit, bad news sell, donc les mauvaises nouvelles vendent. On peut toujours trouver une nouvelle catastrophe pour nous faire vendre nos actions. C'est le cas dans toutes les périodes de l'histoire, même les années qui ont monté de 30%, mais il y a des gens dans ces années-là qui disaient « vendez vos actions, ça va descendre ». Elle dit de faire attention aux biais de confirmation, donc faut privilégier l'information. En fait, le biais de confirmation, c'est de privilégier l'information qui confirme nos croyances et ignorer tout ce que les autres personnes disent. Elle dit que c'est pareil avec la pandémie et nos experts sur les vaccins. Donc, les gens qui voulaient voir si les vaccins étaient bons, ben, ils trouvaient des textes qui disaient que les vaccins étaient bons, puis les gens qui étaient contre les vaccins, ben, trouvaient des textes qui disaient que les vaccins étaient mauvais. Donc, on va toujours trouver des informations qui confirment ce qu'on veut entendre, mais il faut être prudent en investissement. L'important, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir la bonne stratégie. Donc, soyez ouverts aux autres suggestions qui vont peut-être à l'encontre de ce que vous pensez qui est mieux pour l'instant. Cinquième et dernier mythe, c'est investir en bourse et devoir sélectionner soi-même les compagnies. Elle dit qu'on voit les films de Wolf of Wall Street, donc le Loup de Wall Street, puis de Big Short, donc j'ai oublié le nom en français, là. Ces films-là donnent l'impression que la bourse c'est compliqué, mais en gros, tu peux investir en bourse en sélectionnant des entreprises individuellement. Donc, tu peux prendre Microsoft, tu peux prendre Apple, ou tu peux, pour investir de façon plus simple, investir soit dans des fonds communs avec un conseiller ou dans des FNB, des fonds négociés en bourse, qui, eux, vont investir eux-mêmes dans plusieurs compagnies et souvent suivent des indices, des grands indices qui existent déjà. Donc ça, on l'a vu souvent sur le podcast, de la pertinence d'investir dans des FNB. Je refais pas le tour de ce concept-là. Carmen Kong, elle, a dit que d'investir dans des titres individuels, c'est plus risqué parce qu'un titre peut aller à zéro. Un FNB ou un fonds commun peut pas aller à zéro, c'est ça la beauté de la diversification. Donc la beauté de ces paniers d'actions-là, c'est qu'on peut devenir réellement passif. Une fois qu'on a choisi nos FNB, notre répartition d'actifs, tout ça, ben on peut automatiser notre investissement et l'oublier. On n'a pas besoin de surveiller les nouvelles du marché boursier ou ce qui se passe dans le monde entier. Tout est équilibré automatiquement dans le FNB. C'est simple, c'est facile et surtout, c'est efficace. Elle donne l'exemple de Sophie. Elle dit que Sophie investit 1 000 $ dans le fonds négocié en bourse ABC le 5 janvier qui suit 350 compagnies canadiennes. Le fonds fait 8% de gain durant l'année. Son 1 000 $ vaut maintenant 1 080 $. Elle a donc fait de l'argent, a eu avec 8% de rendement sans avoir rien suivi du marché boursier, sans avoir fait plusieurs transactions. Elle a seulement investi une fois son montant. Elle a fait 8% de rendement. Donc, pas obligé d'investir seulement une fois au début de l'année. Vous pouvez investir de façon régulière selon votre stratégie à vous. Troisième élément de synthèse aujourd'hui, c'est 10 principes intemporels sur la bourse. Son premier principe, investir versus spéculer. Elle met en citation « J'ai lu sur Reddit que je devais investir dans... » Non. Elle dit que d'acheter une action, c'est devenir propriétaire d'une partie des actifs de la compagnie, comme son inventaire de vêtements, c'est le lien qu'elle fait dans son livre qui me rejoignait un petit peu moins. En revanche, elle dit qu'investir 50 $ dans une machine à sous ne va pas vous rendre propriétaire du casino. Donc, spéculer, mettre 50 $ dans une machine à sous, c'est spéculer, t'es pas propriétaire de rien, tu fais seulement souhaiter que l'argent va te revenir et d'en avoir plus. Alors que d'investir, c'est d'investir, de devenir propriétaire d'une partie de la compagnie. Donc, c'est pas de la spéculation. Si tu as fait tes devoirs et tu investis dans une bonne compagnie, ben, tu es seulement propriétaire d'une partie de cette compagnie-là. Et ça, je trouve ça super cool. Les spéculateurs, eux, vont pas viser le long terme comme les investisseurs, ils vont viser les profits rapides et prendre plus de risques. On peut donc investir et spéculer sur une même entreprise. La différence va résider vraiment dans l'horizon temporel et la stratégie qu'on utilise. Donc, on peut spéculer sur le marché boursier si on veut faire des profits
rapide avec, exemple, du day trading ou du swing trading, mais c'est vraiment, donc, je reprends ce petit exemple-là. On peut investir dans Apple de deux manières différentes. Je peux investir dans Apple, moi, avec ma stratégie à long terme et vouloir garder l'entreprise 15-20 ans. Quelqu'un peut investir dans Apple également et le vendre la journée même pour faire un profit rapide à court terme. Donc, c'est pas l'entreprise en soi qui fait en sorte que c'est un investissement de spéculation. Souvent, ça peut être plutôt l'approche, la stratégie d'investissement qu'on adopte. Son deuxième principe, c'est la bourse ne vous rendra pas riche du jour au lendemain. Elle dit qu'il y a un red flag quand c'est trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Il y a plusieurs livres sur les finances qui ont ça en commun, c'est d'investir une partie de vos revenus dans une classe d'actifs ayant un taux de rendement intéressant à long terme. Donc, investissez 20% de vos revenus dans l'immobilier ou dans des actions, dans des FNB à long terme qui suivent des indices. Et elle dit rinse and repeat. Donc, tu fais juste refaire la même chose à chaque fois. Essaie pas de trouver la recette miraculeuse pour t'enrichir rapidement. C'est pas ça l'investissement boursier. Donc, elle ajoute que dans la vie, tout est une question de probabilité. Les probabilités sont plus grandes que tu t'enrichisses à long terme, justement, grâce à la bourse, que le contraire. Donc, si tu investis pendant 30 ans sur la bourse et que tu t'appauvris pendant 30 ans, ben, je peux vous jurer qu'il va y avoir d'autres problèmes sur la planète que votre compte bancaire. Principe numéro 3, l'importance d'étudier l'historique de la bourse. Elle dit que pour mesurer la température à l'extérieur, on utilise un thermomètre. Ben, pour mesurer la santé du marché boursier, on utilise les indices boursiers. L'indice canadien, c'est le S&P TSX 250, donc c'est les 250 plus grandes compagnies canadiennes qui sont inscrites à la bourse de Toronto. On l'a vu tantôt, historiquement, c'est 9,3% de rendement, ce qui est quand même excellent. Et l'indice boursier phare, lui que tout le monde fait toujours référence, c'est le SP500, donc qui comprend les 500 plus grandes entreprises américaines qui sont cotées à la bourse de New York. Cet indice-là représente quand même 80% de la valeur du marché boursier américain, qui lui représente en soi 60% du marché mondial quand même. Le rendement moyen du SP500 est de 9,71% entre 1900 et entre 1900 et 2022. Et il y a eu des crises en 122 ans. Là. On n'est pas dans une période spéciale, on n'est pas unique. Il y en a eu des crises en 122 ans et le rendement moyen a quand même été de 9,71%. C'est pas 9,71% à chaque année, ça serait ben trop facile d'investir. Je vais pas nommer tout, là, mais aux pages 164-165 de son livre, elle a un tableau qui montre les rendements pour chaque année entre 1987 et 2022. Il n'y a aucune année à 9,71%. Il y a des années à 38, d'autres à 34%. Il y en a des moins 22, mais en moyenne, ça donne 9,71%. Donc, attendez avant de paniquer si le marché boursier baisse. Vous n'êtes pas les premiers au monde à traverser ça. Quand on connaît l'historique du marché boursier, ben on est moins enclin à paniquer. Et ça, c'est super important parce que les émotions jouent un rôle crucial si vous investissez de façon autonome. Et même si vous investissez avec un conseiller financier, vous lui dites de tout vendre, ben il peut vous dire de ne pas le faire, mais c'est quand même vous qui décide à la fin. Quatrième principe intemporel du marché boursier, le temps est le BFF de l'investisseur. Donc, le marché boursier n'a aucune obligation de vous garantir des rendements dans les délais que vous voulez. Mais les données historiques, comme on vient de voir, montrent que si vous demeurez investi, vous avez plus de chances d'avoir de bons rendements. Si on estime, mettons, 7,5% de rendement moyen, ben il faudrait investir 245 $ par mois à 20 ans pour devenir millionnaire à 65 ans. Ce 245 $-là par mois va devenir 525 $ par mois si vous commencez à 30 ans, 1190 $ par mois si vous commencez à 40 ans, 3090 $ à 50 ans par mois si vous commencez à 50 ans, pour le même objectif d'être millionnaire à 65 ans. Donc, à 20 ans, il fallait t'investir 245. Si tu commences à 50 ans, c'est plutôt à peu près 3000 $ pour être millionnaire à 65 ans avec un rendement moyen de 7,5. Un fait super intéressant ici, je trouvais qu'elle nommait, je pense qu'elle l'a pris dans un autre livre, là, mais c'est peut-être pas le cas non plus. Là. Je l'accuse de rien, mais semble que j'avais déjà lu ça, mais c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être juste dans son livre et ma mémoire me fait défaut. Mais elle disait que si tu investissais 5 000 $ à la naissance de ton enfant, ben il va être millionnaire à 65 ans si on estime un rendement moyen de 8,5% par année. Donc ça, je trouvais ça vraiment malade. Là. T'assures la retraite de ton enfant en plaçant 5 000 $ à sa naissance
dans un investissement FNB passif indiciel, par exemple. Principe numéro 5, méfiez-vous de la saveur du mois. Donc, elle donne l'exemple du Bitcoin en novembre 2021 à 76 000 $, son sommet. C'est probablement la pire erreur d'investissement que j'ai faite jusqu'à maintenant. Pas mal la seule grosse erreur depuis que j'investis, là. Mais j'ai investi pas mal en novembre 2021 dans le Bitcoin. Donc, au moins, c'est juste 2-3% de mon CELI. Mais honnêtement, là, ça a remonté. Là, j'étais à moins 2%. Il y a un bout, j'étais à moins 80. Mais donc, c'est ça. Méfiez-vous de la saveur du mois. C'est son principe numéro 5, notamment en ce moment, peut-être avec l'intelligence artificielle. Principe numéro 6, comprendre le risque, le rendement et le facteur temps. Elle dit dans son livre, elle donne un exemple, elle dit « J'ai reçu 25 000 $, je veux faire le plus de rendement possible, mais j'en ai aussi besoin pour la mise de fonds de ma maison dans un an. » Ben, elle dit « Désolé, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et je suis pas mal d'accord avec elle. Il y a des gens que j'accompagne qui disent « Ben, j'ai une mise de fonds dans 3 ans, j'ai 20 000 $, je peux placer dans quoi pour avoir des rendements, mais également protéger mon capital. » Ben, à part des véhicules comme Cash.to ou des CPG ou des placements qui sont garantis, là, tu peux pas espérer avoir du 8, 9, 10% garanti pour protéger ta mise de fonds en même temps. Tu peux pas avoir les deux. Elle donnait aussi l'exemple d'une amie qui avait placé 10 000 $ sur 10 ans à 1,5% dans un certificat de placement garanti parce qu'elle voulait pas prendre de risques. Pourtant, elle était sûre de pas toucher à cet argent-là pendant 10 ans. Elle aurait pu prendre en compte la relation justement entre le rendement, le risque et le temps, et que le rendement va augmenter avec le risque. Donc, son 10 000 aurait fait beaucoup plus que 1,5% s'il avait été investi dans un FNB passif indiciel, exemple 60-40 ou 100% action. À la page 174 de son livre, il y a un graphique qui montre le rendement de la bourse quotidiennement. Donc, à chaque jour, on voit que c'est presque une machine d'hôpital. Le monte, descend, monte, descend, monte, descend. Elle le montre en mois aussi. Là, ça devient un petit peu plus un escalier. Et elle le montre en années. Alors que là, la bourse, lorsqu'on y va en année, ça devient presque une ligne droite qui monte de façon plus lisse, excluant les cracks boursiers, bien sûr, que là, on voit un petit creux dans la ligne. Principe numéro 7, s'assurer d'avoir compris la notion de perte temporaire sur le marché boursier. Donc, le marché boursier peut te faire subir des pertes qui sont très grandes, mais des pertes sur papier. Donc, je viens de parler du Bitcoin tantôt, justement, où j'étais à moins 80. Mais si j'avais vendu, j'aurais perdu 80% de mon investissement. Là, mon FNB BTCX, je pense, là, excusez, je vois de mémoire, là, il est rendu à moins 2%. Donc, ma perte était seulement sur papier. C'est triste, c'est plate, mais c'est juste sur papier, c'est théorique. Donc, tant que vous vendez pas, cette perte-là, ou même votre gain, n'est pas officialisé. Principe numéro 8, le marché boursier est irrationnel à court terme. Donc, elle dit que la bourse est influencée par une panoplie de facteurs imprévisibles, surtout à court terme. On l'avait vu notamment récemment avec le COVID en 2020. Et on le voit aussi avec l'historique des rendements, donc le risque diminue avec le temps. Donc, sur une période d'1 an, le SP500 était positif dans 73% des cas depuis 1927. Donc, depuis 97 ans presque, là, le SP500 a été positif 73% des années. Lorsqu'on prenait toutes les périodes de 3 ans, depuis 1927 toujours, le SP500 était positif dans 83% des cas. Si on prenait une période de 5 ans minimum, ben le SP500 était positif dans 87% des cas depuis 1927. Sur une période de 10 ans, c'était dans 94% des cas. Et sur une période de 20 ans, ben le SP500 a été positif dans 100% des cas depuis 1927. Donc, si votre horizon de placement est de plus de 10 ou 20 ans, ben il y a très peu de chances que vous subissiez, en fait, que votre portefeuille diminue plutôt qu'il monte. C'est une très belle phrase, ça. Également, c'est important de savoir que les chutes boursières sont normales. Depuis 1920, le SP500 a connu en moyenne 3 chutes de 5% par année, une chute de 10% tous les 16 mois, une chute de 20% tous les 7 ans et une chute d'environ 50% tous les 22 ans. Donc, ça fait partie de la game. Quand tu investis sur le marché boursier, il faut que tu en sois conscient. Mais il faut que tu sois conscient aussi qu'à long terme, ça monte. Principe numéro 9, l'importance de la diversification. Donc, elle dit de diversifier son portefeuille, c'est d'investir dans plusieurs classes d'actifs différents, donc actions et obligations comme on a vu, mais également de l'immobilier et d'autres types de placements qui existent, mais également d'investir dans plusieurs secteurs de l'économie, donc en technologie, en énergie, en finance, et dans plusieurs régions géographiques, donc Canada, États-Unis, international, émergent.
Si vous investissez juste au Canada, en plus d'avoir un seul pays, bien vous êtes très concentré dans tout ce qui est finance et énergie parce que c'est ça qui est fort, c'est ça les entreprises qui dominent au Canada, c'est les banques puis tout ce qui est pétrole. En passant, un FNB tout en un comme VBAL, par exemple, qui est un produit Vanguard qui est 60% actions, 40% obligations, bien, il va faire tout ça en même temps. Vous allez être diversifié au niveau des actions et des obligations, vous allez être diversifié au niveau des secteurs et vous allez être diversifié au niveau des régions géographiques des différents pays. Elle dit de jamais se concentrer sur un seul titre ou un seul secteur. C'est facile de dire que Buffett a plus de 40% de son portefeuille dans Apple, mais pour moi, c'est le biais du survivant. Combien ont peut-être perdu des fortunes en essayant de faire comme lui? On entend moins parler de ceux qui ont échoué que de ceux qui ont réussi. Elle donne l'exemple de la bulle techno de 2000. Si tu questionnes les gens, ils vont dire qu'ils ont appris à plus investir dans la techno, alors que c'est plutôt le manque de diversification qui était le problème, pas le secteur en soi. Si tu avais une partie de ton portefeuille dans la techno, ben tu aurais subi certaines pertes, mais tu n'aurais pas subi l'entièreté. Tu n'aurais pas perdu l'entièreté de ton portefeuille. Elle ajoute que la diversification a tendance à laisser l'investisseur reconnaissant, mais plein de regrets aussi. J'aurais dû. Tu sais, je suis 100% d'accord avec elle. Là, ici, j'ai marqué tellement d'accord en gros dans ma liste de mots-clés. Là. Quand un ami me dit qu'il a fait 45% en 2 jours avec une pétrolière ou en shortant Nvidia, c'est pas facile de me dire que ma stratégie d'investir de façon passive pour la majorité de mon portefeuille, c'est la bonne. Mais après, je me rappelle que si lui a fait plus 45%, ben il y a quelqu'un qui a fait moins 45%. De quel côté je me trouverais ou de quel côté lui-même va se trouver la prochaine fois qu'il essaye de timer le market ou de trouver la pépite d'or. Là. Selon mes lectures, ben les gens se trouvent plus souvent du mauvais côté de la médaille. Bien sûr, la stratégie passive indicielle est nommée comme la plus efficace pour l'investisseur autonome, mais ce qu'elle nomme ici les regrets d'investir de façon passive indicielle et le sentiment qu'on fait rien aussi puis qu'on peut pas réussir en faisant rien, mais je trouve que pour moi, c'est la chose la plus difficile à contrôler pour les gens qui investissent de façon autonome, en fait pour la plupart des gens. Donc, ils vont avoir le sentiment qu'ils font rien et ils voient des gens à côté des fois qui vont faire des coups de circuit, mais les gens qui vous disent leur coup de circuit, c'est le cas de certains amis autour de moi avec qui j'ai vérifié et sont super ouverts, là, sont pas gênés, mais il y en a qui me parlent de leur coup de circuit de 120% en 2 semaines, mais quand on regardait leur rendement annualisé à la fin de l'année, cette année, par exemple, pour 2023, je veux dire, ben moi, j'étais à 23-24% et eux étaient à 19-20%. C'est très raisonnable, mais pour toute l'énergie que tu mets, de pas battre les indices à long terme, puis ils m'avaient pas parlé là, des moins 60, des moins 15, des moins 8 qu'il y avait eu dans l'année. Ils parlaient bien sûr juste de leur plus 120%, et c'est pas pour mal faire. On est tous pareils. Même moi, quand je fais un bon coup, autour d'un feu, je vais parler de mon bon coup. Je vais pas parler de mon Medifast qui était à moins 70%. Tu sais, la nature humaine n'est pas faite comme ça. Et le 10e principe et le dernier qu'elle nomme dans ce 3e point de synthèse aujourd'hui, c'est la gestion du portefeuille passe par la gestion de ses émotions. Elle dit qu'investir, c'est une expérience émotionnelle. Le succès à long terme passe par la gestion des émotions et la qualité de votre plan d'investissement. Et pour avoir un plan d'investissement, en passant, vous pouvez payer quelqu'un à l'heure et ne pas payer 2-3% une personne pour le reste de votre vie si vous la rencontrez pas. Tu sais, votre plan, un coup qui est fait là, d'investir dans tel produit, à telle répartition, vous êtes correct jusqu'à temps que vous ayez besoin de quelqu'un pour réfléchir à votre décaissement ou qu'il arrive quelque chose de particulier dans votre vie qui nécessite une expertise. Elle met entre guillemets, elle pose cette question-là en fait, quels sont les risques que le marché boursier s'effondre complètement et de façon pertinente? Elle dit s'être posé cette question-là au début de son parcours et moi je la reçois tellement souvent quand je parle de VEQT à des personnes que j'accompagne. Les gens me disent, ça peut-tu planter ça, VEQT? Si ça plante, inquiétez-vous pas, ça va être le dernier de vos soucis. Il va y avoir d'autres problèmes sur notre merveilleuse planète. Et j'ai adoré ce dernier bout-là de ses principes. Elle a fait une synthèse de ces 10 principes. Je vous la lis mot pour mot. Le but de cette section se résume essentiellement à une chose, investir dans un portefeuille diversifié et demeurer investi sur le long terme. Ne cherchez pas à timer le marché, ça ne fonctionnera pas. La meilleure chose à faire, c'est d'automatiser ses investissements, d'investir à travers les hausses et les baisses du marché en se rappelant que les chutes boursières sont une occasion d'acheter en rabais. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom.
Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Everyone knows that unexplainable it factor, that smile that lights up a room, that wow. Well, it doesn't happen by itself. There's chemistry behind the charisma. Colgate Optic White Pro Series toothpaste removes 15 years of deep-set stains when you brush twice daily for 2 weeks. How? The clinically proven formula is powered by Colgate's hydrogen peroxide complex. It works at the molecular level to gently dissolve stains deep within the enamel where your brush can't reach. It's proof that daily routine can be remarkable. That's the science of wow. Colgate Optic White. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Experience a membership that backs your business journey with American Express Business Platinum. When you pay with membership rewards points for all or part of an eligible flight booked with a qualifying airline through Amex Travel, you can get 35% of those points back, up to 1 million points back per calendar year. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Souvenez-vous d'une chose, personne ne peut prédire la direction du marché boursier, même pas Warren Buffett. Ceux qui affirment pouvoir le faire vous mentent ou cherchent à vous vendre quelque chose. J'ai mis « wow » comme mot-clé. Je trouve que c'est une synthèse qui est digne de mon épisode 50. Bravo, Carmen Kong, pour cette merveilleuse synthèse de tes 10 principes. 4e élément de synthèse, c'est utiliser les outils fiscaux comme les riches. Elle dit que 32% des Québécois ne distinguent pas le CELI et le REER. Je trouve que c'est un rappel important. En fait, ces outils fiscaux-là, c'est juste des plats Tupperware dans lesquels vous allez déposer vos investissements. Exemple, une action d'Apple. Ce ne sont pas des investissements en soi. Donc, vous investissez pas dans votre REER. Vous investissez dans des actions qui sont dans votre REER ou dans des FNB. Par exemple, si vous achetez l'action d'Apple, ben vous pouvez acheter l'action d'Apple dans un CELI. Vous pouvez acheter l'action d'Apple dans un REER, dans un CELIAP ou dans un régime épargne études enregistré. Le rendement va être le même. C'est juste que l'impact fiscal des gains que vous allez faire avec l'action d'Apple vont être différents et il y a certains outils qui vous offrent des avantages comme des retours d'impôts. Elle a entendu la phrase, par exemple, « J'aime mieux mon REER, mes rendements sont meilleurs. » Ben, achète la même chose dans ton CELI que tu as dans ton REER si tu trouves que les rendements sont meilleurs. Elle dit que les principaux types de placements qui sont placés dans un CELI, selon la RBC, ben, c'est le compte épargne à 42% et des fonds communs à 28%. Cette statistique-là me fait capoter. Le principe pour 42% des gens, leur CELI, en fait, ce qui est investi dans leur CELI, c'est un compte épargne. Donc, ils ont un rendement de 0,03%. Ben, 0,3%, on va pas exagérer, dans leur CELI, alors que le CELI, c'est l'outil fiscal par excellence pour profiter d'une fiscalité protégée, de pas être imposé dans le futur avec vos rendements. Donc, moi, je trouve ça effroyable que 42% des gens placent ça dans un compte épargne. Et même le 28% pour les fonds communs, souvent les fonds communs sont en haut de 2% de frais de gestion. Je trouve que ça fait mal au cœur également, mais ça, c'est déjà moins pire que le compte épargne. Elle dit qu'au-delà de transférer de l'argent dans des comptes avantageux fiscalement comme le CELI, ben justement, comme je viens de dire, il faut l'investir et pas le laisser traîner dans des comptes épargne. Sinon, ben, tu perds tous les avantages de faire fructifier
par exemple, ton CELI à l'abri de l'impôt si tu as 0,3% de rendement, comme je viens de dire. Moi et l'auteur, on se rejoint pas mal sur ce point-là. Elle parle ensuite des différents outils qu'on a déjà vus, mais encore une fois, je fais un rappel, je pense que c'est important et elle les présente bien. Elle dit que le REER, lui, va offrir une déduction d'impôt immédiatement sur les sommes versées. Donc, à la retraite, vous allez payer de l'impôt sur les sommes que vous allez retirer du REER. Donc, je vous invite à voir l'épisode des abonnés où je fais le calcul dans mon cas. Elle dit qu'en haut de 40 000 $ habituellement, le REER va être avantageux. Mais dans ma situation, c'était pas le cas avec mon fonds de pension, le taux d'imposition et tout ça. J'ai même inclus les allocations des filles dans tout ça. Donc, même moi, avec 100 000 $ de revenus et plus, c'était quand même plus avantageux d'aller dans mon CELI pour un horizon à long terme. Mais ça, c'est du cas par cas. C'est le genre de situation que vous pouvez soit faire les calculs vous-même, vous pouvez m'écrire, on va avoir une rencontre ensemble ou faire affaire avec un professionnel certifié pour faire les calculs avec vous. Honnêtement, comme je l'ai déjà dit, on se trompe rarement avec le CELI si vous n'êtes pas sûr que les deux, si les deux ont de la place pour investir, on se trompe jamais avec le CELI parce que vous pouvez le vendre plus tard pour le réinvestir dans le REER avec aucun impact fiscal, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si vous vous trompez, vous allez dans votre REER et c'était plus avantageux le CELI, ben si vous décidez de vendre votre REER pour investir en CELI, ben il va y avoir un impact fiscal, vous allez devoir payer des impôts sur le montant retiré de votre REER. Le CELI, lui, donne pas de déduction fiscale, donc vous n'avez pas un retour d'impôt avec le CELI. Donc, vous ne recevrez pas d'argent en cadeau au mois de juin, mais lorsque vous allez retirer, il n'y a aucun impôt à payer. Donc, si tu mets 7 000 $ qui devient 50 000 $ dans 30 ans, tu vas retirer le 50 000 $ sans payer aucun impôt. Donc, le 43 000 $ de profit que tu as fait, il n'y a aucun impôt. Ça, c'est de la magie, puis c'est pour ça qu'il faut profiter du CELI le plus possible et ne pas laisser dormir ça dans un compte épargne. Je le répète pour être sûr que j'ai pas dit n'importe quoi et que les gens soient pas fâchés après moi. Le choix du compte à prioriser va dépendre de votre situation. C'est difficile de donner une règle du pouce sur le podcast. Je me suis moi-même trompé pendant 2 ans en pensant que le CELI pouvait clairement pas battre un retour d'impôt de 6-7 000 $ à chaque année avec des allocations familiales plus élevées et que je réinvestissais directement ce retour-là en plus. Mais oui, même avec les allocations familiales et tout, c'est plus avantageux pour moi d'aller dans mon CELI en ce moment. Elle parle ensuite rapidement du CELIAP puisque c'est nouveau, donc pour une première propriété. C'est apparu le 1er avril 2023, c'est pour les résidents canadiens âgés de 18 à 71 ans. Faut pas avoir eu de maison au cours des 5 dernières années, vous ou votre conjointe. Et ce qui est intéressant avec le CELIAP, comme elle l'explique, c'est que ça combine les avantages du REER et du CELI. Donc vous avez la déduction d'impôt, mais vos gains jusqu'à l'achat de la propriété sont également à l'abri de l'impôt. Et contrairement au RAP, qui se fait avec le REER, mais vous n'avez pas besoin de rembourser ce montant-là une fois que vous l'avez utilisé pour payer la mise de fonds de votre maison. C'est un maximum de 8 000 $ que vous pouvez cotiser par année jusqu'à un maximum de 40 000 $ au total. Donc, si vous mettez 8 000 $ par année, ben dans 5 ans, vous ne pourrez plus cotiser. Le retrait maximal est de 40 000 $ plus les rendements, bien sûr, que vous aurez fait. Il n'y a aucun impôt si c'est pour votre maison. Le truc, ben vous pouvez utiliser votre retour d'impôt pour cotiser au CELIAP. C'est presque 5 000 $ au lieu de 8 000 $ que vous aurez à mettre chaque année. Donc, le retour d'impôt que vous obtenez pour cotiser au CELIAP, ben remettez-le dans le CELIAP l'année suivante. C'est à peu près les mêmes choix de placement que vous pouvez faire dans votre CELI, là, mais c'est selon votre horizon d'achat, bien sûr. Donc, si vous pensez acheter dans 10 ans, ben vous pouvez prendre un peu plus d'actions. Si c'est dans 3-4 ans, ben bien sûr, comme on a vu tantôt, il faut que ce soit des véhicules de placement plus sécuritaires. Vous devez retirer l'argent au maximum 15 ans après l'ouverture du compte. Ça n'affecte pas vos droits de cotisation au CELI ou au REER. Et après 15 ans, ben vous pouvez retirer le tout avec impôt. Si vous retirez après 15 ans, bien sûr, là, pas à 14,9 ans. Là. Ben, si vous retirez plus tard qu'après 15 ans, ben c'est soit retiré avec impôt ou, ce qui est plus idéal selon moi, vous pouvez transférer tout ça sans impôt dans votre REER ou dans un FER sans affecter vos droits de cotisation. Donc, pour moi, le CELIAP, si vous y avez accès, ben c'est un go-to, là. Vous êtes jamais perdant parce qu'au pire, ben, vous transférez ça dans votre REER après 15 ans sans aucun impact fiscal et sans affecter vos droits de cotisation. Vous pouvez avoir 2 CELIAP en couple pour un total de 80 000 $ de capital plus les rendements pour l'achat d'une maison. Ça devient quand même intéressant. Il y a une seule utilisation possible pour acheter une maison, donc vous pouvez pas ouvrir un CELIAP et le refaire par la suite, là. Tu peux transférer un REER dans un CELIAP sans impact fiscal si vous respectez la limite permise de 8 000 $ par année. Et vous pouvez combiner le RAP
à 35 000 $ et le CELIAP à 40 000 $ pour l'achat d'une première propriété. Les déductions d'impôts, ça j'ajoute ça parce que l'auteur ne le traite pas dans son livre, mais les déductions d'impôts que vous allez avoir. Donc, exemple, vous avez 25 ans, vous ouvrez votre CELIAP, vous investissez 8 000 $, vous avez droit à un retour d'impôt, mais vous vous dites ça vaut pas la peine parce que je fais pas encore un gros salaire. Ben, ces déductions d'impôts-là peuvent être repoussées à plus tard lorsque vous aurez un plus gros salaire. Pour le nombre d'années que ça peut être repoussé, j'ai pas l'information et désolé, je me suis pas préparé pour cette info-là avant d'enregistrer. Par contre, à vérifier, c'est-tu 5 ans, vous pouvez repousser, c'est-tu 15 ans, je le sais pas, mais cette information-là doit être disponible en ligne. Et si vous me la posez, cette question-là, ben, je pourrais y répondre dans un épisode des abonnés. Donc, 2 raisons selon l'auteur d'ouvrir un CELIAP dès maintenant si vous le pouvez. Et bien sûr, son livre est sorti avant que l'année 2024 commence. Là. Mais si vous allez vivre avec une personne qui possède une propriété ou qui en a une dans les 5 dernières années, mais vous n'aurez plus le droit d'ouvrir votre CELIAP. Donc, c'est mieux de l'ouvrir avant de gâcher votre opportunité. Parce qu'une fois ouvert, vous pouvez cotiser même si vous habitez avec la personne. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas perdant de l'ouvrir. Même si vous achetez pas de maison par la suite, vous pouvez transférer ça dans votre REER comme on vient de voir. Et la deuxième raison d'ouvrir un CELIAP, ben, c'est que ça pourrait être aboli par un autre parti politique au pouvoir. Donc, profitez-en le temps que ça dure parce que c'est vraiment un outil fiscal incroyable. Dernier élément de synthèse aujourd'hui, comment commencer à investir. Donc, on a encore un gros épisode aujourd'hui avec le livre Elle investit. Donc, première étape pour commencer à investir, c'est d'établir son profil d'investisseur. Donc, ça permet de déterminer votre tolérance au risque et de choisir des types de placements qui vont répondre à vos besoins et à vos objectifs. Donc, les questions qu'elle pose, c'est êtes-vous prudent ou audacieux dans vos placements? Quels sont vos objectifs et horizons de placement? Quel est votre niveau de connaissance en matière de placement? Et est-ce qu'une chute boursière de 20% t'empêcherait de dormir la nuit? Ensuite, elle propose entre 4 et 7 appellations différentes pour vous catégoriser selon l'institution. Donc, l'auteur et moi aussi, je vous invite à faire un test gratuit sur le site de l'AMF en tapant « Profil d'investisseur AMF » sur Google. C'est 12 questions et selon vos réponses, vous allez être dans un des 5 profils, soit très prudent, revenu prudent, équilibré, croissance ou croissance dynamique. Donc, par exemple, la catégorie 4 qui est croissance, ben vous allez avoir entre 60 et 85% d'actions dans votre véhicule de placement plutôt. Donc, ça pourrait être un FNB comme VBAL 60-40 ou VGRO 80-20. Donc, une fois que vous avez votre profil d'investisseur, justement, ben, vous pouvez cibler un FNB et soit investir seul dans ce FNB-là ou suggérer fortement à votre conseiller financier de passer d'un fonds commun de placement qui suit le SP500 avec 2,3% de frais à la même chose, mais avec un FNB à 0,08% de frais de gestion. Deuxième étape pour commencer à investir, ben, elle l'a appelé « Commencer à investir ». Donc, il y a 3 façons de le faire lorsque tu es prêt à investir dans ton FNB. J'ai vendu un peu le punch, là, mais une des façons, c'est 100% autonome. Le faire seul avec une plateforme de courtage comme Disnat. Deuxième façon, c'est avec un robot conseiller. Et la troisième façon, c'est avec un professionnel. Donc, la première façon qui est autonome 100% avec une plateforme de courtage, c'est la façon la moins chère d'investir, mais vous devez tout gérer. Donc, le compte de courtage va vous permettre d'acheter des actions, des obligations, des FNB. Et moi, j'ajoute, là, c'est plus simple qu'on le pense, ça prend 4 clics. Donc, une fois que tu sais où cliquer, puis il y a des gens que j'accompagne, c'est ça, là, ils veulent juste une première fois, OK, comment ça fonctionne, montre-moi, puis après ça, je vais être capable de le faire. Une fois que tu le sais, ça enlève tellement le stress, là, tu sais, la brume de te dire c'est complexe l'investissement boursier, ben une fois que tu es capable de le faire, puis tu gères tes émotions, c'est pas si complexe, là. Donc, l'étape 1, si tu veux investir seul, ben d'abord, tu dois ouvrir ton compte de courtage. Donc, je vous invite à voir l'épisode 1 des abonnés pour comparer ou googler les différences entre les différentes plateformes de courtage, là. Idéalement, on prend une plateforme sans frais de transaction et avec les règles qui vous permettent de vous les respecter pour pas payer des frais d'administration. Et vous choisissez sur la plateforme de courtage le type de compte que vous voulez. Donc, CELI, REER, REE, non enregistré. Attention aux comptes marge. Il y en a qui ont ouvert des comptes avec des comptes marge. Donc, ça fait que tu empruntes pour investir. Donc, ça, c'est un effet de levier là, à vos risques et périls. Une fois que ton compte de courtage est ouvert, ben, tu dois transférer de l'argent dans ton compte de courtage. Et la troisième étape, tu dois choisir les produits financiers dans lesquels tu veux investir. Donc, à l'annexe A de son livre, elle propose des images de ces étapes-là pour acheter un FNB. Par contre, c'est différent sur chaque plateforme de courtage, mais ça se ressemble. Donc, je vous invite à lire l'annexe A de son livre pour savoir où cliquer, justement, dans ces plateformes-là pour investir, ce que je peux pas faire sur le podcast parce que j'ai pas d'image.
Elle dit que les FNB passifs indiciels sont les BFF de l'investisseur autonome. Elle dit que ce sont 3 lettres à retenir pour réussir votre carrière d'investisseur. C'est l'approche recommandée dans la majorité des livres sur les finances et celle que je suggère aussi sur le podcast parce qu'elle est simple et elle est à faible coût et elle donne accès au rendement du marché qui vont battre 80 à 95% des experts. La seule décision que vous avez à prendre, c'est dans quel FNB investir. Une fois que c'est fait, bien, vous êtes correct pour plusieurs années à venir. Donc, est-ce que vous voulez investir dans VFV pour le SP500 ou dans VEQT pour un tout en un? Je conseille, c'est pas un conseil, je suggère, mon opinion personnelle, d'aller vers des produits comme iShare, BlackRock, Vanguard ou BMO. Ils ont tous des produits qui se ressemblent, puis c'est des compagnies solides au Canada pour avoir des FNB indiciels. Elle dit que d'avoir moins de 0,25% de frais de gestion, c'est un critère pour les FNB. Il y en a même certains qui sont à 0,04% selon l'indice que vous suivez. Comparé à 1 ou 3% de frais de gestion dans les fonds communs de placement, ça fait une grosse différence. Je vous invite à faire le test avec vos chiffres à vous sur la calculatrice de Gérer mieux votre argent. Vous avez juste à googler ça et vous allez capoter, encore une fois, de voir que vous pouvez perdre la moitié de votre portefeuille sur 30 ans. Elle continue pour l'investissement autonome en disant que les FNB tout en un, c'est probablement le meilleur choix à faire, en tout cas pour commencer. Je suis 100% d'accord avec elle. Ensuite, un coup que tu as commencé, tu pourrais essayer de complexifier un petit peu ta stratégie pour essayer de chercher des points de rendement supplémentaires, comme je le présente dans mes bilans, là, pour aller gratter des petits rendements supplémentaires, mais c'est pas obligatoire du tout. Et ça, je l'ai écrit en gros là, dans mes mots-clés. C'est pas obligatoire d'aller plus loin que d'investir dans un FNB tout en un. Si tu as juste ça, ça fait la job. C'est quoi un FNB tout en un? Je le rappelle rapidement. C'est un FNB, un produit qui va regrouper plusieurs autres FNB qui, eux, suivent les indices, exemple Canada, États-Unis, international, marché émergent. Les frais de gestion sont un peu plus élevés. Donc, par exemple, pour VEQT, je viens de mémoire, je pense que c'est 0,23%, mais c'est ça que tu payes. Tu payes pas non plus les frais des FNB qui sont inclus dans le VEQT, par exemple. Tu payes juste les frais de VEQT à 0,23%. Donc, par exemple, pour VEQT, il y aurait le FNB à l'intérieur VUN, qui lui suit le marché américain avec 45% de la valeur du portefeuille, VCN qui suit à 30% le marché américain, VIU qui suit à 18% le marché international et VEE qui suit à 7% les marchés émergents. À la page 217-218, elle vous présente les principaux FNB tout en un qui sont offerts par justement BMO, BlackRock et Vanguard qui vont de 100% actions à 20% actions, 80% obligations. Elle dit que moneysense.ca publie chaque année le classement des meilleurs FNB de l'année. L'annexe B permet de mieux comprendre l'information d'une fiche d'un FNB. Je suis allé fouiller sur moneysense.ca parce que j'étais curieux de voir les classements et je dois avouer que l'information n'était pas super claire là, sur le site. J'ai de la misère à m'y retrouver, mais bon, peut-être que c'est moi qui est pas bon là-dedans, ce qui me surprendrait, mais bon, je trouvais pas que c'était un site qui était super bien fait. Donc, un FNB, ça s'achète comme une action. L'auteur dit, par exemple, si tu achètes VEQT, elle va coûter 35$, tu vas acheter le FNB comme une action à 35$ et tu vas posséder à travers cette action-là, le FNB de 35$ VEQT, tu vas posséder une pondération relative de chaque FNB sous-jacent et de chaque entreprise qui compose ces FNB sous-jacents-là. Donc, dans un calcul fictif, tu aurais peut-être 2$ de ton 35$ qui serait dans Apple, par exemple. Mais ça, tu n'as pas besoin de le gérer, c'est tout le FNB qui le fait à ta place. Donc, si tu achètes 10 actions VEQT à 35$, tu vas payer 350$ et tu as peut-être 20$ de ce 350$-là qui serait dans Apple. C'est aussi simple que ça. L'astuce de l'auteur, c'est connaître le prix d'un FNB ou d'une action. Pour connaître ce prix-là, c'est juste de le googler, le symbole boursier. Donc, par exemple, tu googles VEQT prix et tu vas voir c'est quoi le prix de VEQT ou bien tu le vois directement sur ta plateforme de courtage aussi ou sur un site comme Yahoo Finance. Elle dit que de 2011 à 2021, il y a 86% des fonds communs gérés par des experts qui ont sous-performé le marché. Elle cite toutefois Richard Morin, qui dit qu'il y a seulement 2% de la population qui peut toutefois se passer d'un conseiller. Vous comprendrez que je suis pas d'accord ici avec ce point-là. Je pense que si on développe sa littératie financière, c'est possible de le faire, tout au moins à travers un robot conseiller. C'est normal qu'un gestionnaire comme Richard Morin, qui lui est investisseur et gestionnaire d'un portefeuille actif, nous dise
qu'on peut pas gérer nous-mêmes notre portefeuille, c'est nous qui payons son salaire. Donc, je suis pas trop d'accord avec ce petit bout-là d'avoir utilisé Richard Morin. Par contre, lui, c'est quand même intéressant parce qu'il offre des FNB à 0,5% ou 1,25%, mais quand même, c'est 50 à 100 fois plus élevé que les mêmes FNB, mais avec des frais de gestion plus faibles si tu investissais toi-même. Donc, je vais revenir plus tard, je pense qu'on en parle plus loin avec les conseillers, là, mais on y revient plus tard. Je garde ça, je mets ça sur la glace. Donc, elle dit que détenir des FNB sur le long terme et demeurer investi en tout temps, c'est la recette, mais les études montrent que les investisseurs autonomes ont tendance à garder leur placement sur une courte période. Donc, la patience financière est en voie de disparition et ça se ressent sur les rendements boursiers, parfois et souvent des investisseurs autonomes. Donc, c'est le lien qu'elle faisait avec le fait que la plupart des personnes devraient plutôt investir avec des conseillers financiers. Dans tous les cas, si vous êtes capable d'investir à long terme et que les variations de la bourse ne vous dérangent pas, ben les FNB indiciels pourraient vous convenir et moi je dis vous conviennent. Si vous avez une situation complexe comme on a vu avec Fabien Major, donc un professionnel est probablement requis, donc si vous avez une société de gestion de l'immobilier, de la fiducie, elle dit qu'on ne paie pas des frais de gestion pour l'achat de produits mais pour le conseil. Moi, ce que je dis alors, ben on devrait payer ce conseil-là à l'heure, une fois au début ou au besoin, au lieu de payer une fortune pendant 30 ans, il me semble. Elle dit que les avantages d'investir seul, ben c'est moins cher, tu as plus de contrôle et tes rendements sont potentiellement plus élevés si tu gères bien tes affaires. Elle termine ce point-là en disant que par contre, on est la seule barrière entre nous-mêmes et une mauvaise décision, donc entre la théorie et la pratique, il y a un chemin. Pour moi, ça n'a jamais été difficile, donc c'est dur de me mettre dans vos souliers à vous peut-être, là. Mais selon ce que je lis, il y a plusieurs personnes qui paniquent facilement. Je dois avouer que je le remarque un peu plus avec le podcast depuis que j'accompagne des personnes qui m'écrivent par exemple des courriels chaque fois que François Trahan dit qu'il y a une apocalypse boursière qui s'en vient puis il me demande s'ils devraient arrêter d'investir ou retirer un petit peu leur bille. Donc je commence à le voir là, il y a certaines personnes que ça peut être difficile de gérer leur placement de façon autonome, mais je privilégierais quand même le robot conseiller au-delà de frais de gestion à 2,7% dans des fonds communs. Elle dit que même Andrew Hallam, pour lequel j'ai déjà fait la synthèse de 2 de ses livres, qui prêche pour les FNB indiciels, croit que c'est pas fait pour tout le monde parce que les investisseurs autonomes vont souvent sous-performer le FNB dans lequel ils sont investis eux-mêmes de 2%. Donc, ils ont vendu et racheté le même FNB à des moments de panique et au mauvais moment. Ça montre que c'est pas le produit ou la stratégie d'investissement le problème, mais bien la gestion des émotions. Le truc de l'auteur, c'est choisir votre stratégie et vous y ancrer pour ne pas être vulnérable aux chansons qui pourraient vous sembler envoûtantes. Elle donne ensuite le truc de se demander si ça chute de 30%, est-ce que tu dors, mais en même temps, que tu gères ou pas, ça va dropper de 30%. Il y a juste une barrière de moins, le conseiller avant de vendre tes actions, mais il y a plusieurs personnes qui vont quand même vendre leurs actions à travers leur conseiller pendant ces cracks boursiers-là. Donc, faut pas penser qu'à cause que tu investis avec ton conseiller que tu es protégé des chutes boursières. C'est pas ça du tout. Tu es juste protégé de vendre tes actions au mauvais moment. Et même là, c'est pas une protection totale. Là. Tu peux lui dire quand même de les vendre puis il est obligé de le faire. En gros, le FNB indiciel, c'est une bonne stratégie, probablement la meilleure pour ceux qui investissent de façon autonome, mais peut-être commencer doucement au début pour voir si vous avez les reins solides. Et c'est pas grave si c'est pas le cas. Vous pourrez alors vous magasiner un bon ou une bonne conseillère. Sa stratégie à elle, c'est une approche hybride. Elle investit une partie seule et l'autre partie avec une professionnelle. Ici, je me suis mis une petite note personnelle. Je disais que c'était son choix, mais moi, je laisserais personnellement pas des milliers de dollars sur la table, des centaines de milliers de dollars sur la table sur 30 ans, sachant que elle, l'auteur, elle a toute la littératie financière nécessaire pour gérer ses émotions. Attention ici, je dis pas que c'est pas bon, que c'est pas un bon choix dans sa situation, mais que logiquement, en lisant son livre et tous ceux qu'elle a lus avant comme moi, je pense que c'est un mauvais choix. Je serais curieux de voir exactement ce que ça lui apporte de faire affaire avec cette professionnelle-là quand toi-même t'écris un livre, qui est très bien d'ailleurs, là, pour éduquer une population entière. Mais bon, j'arrête si un jour je la rencontre, je pourrais connaître les détails, en discuter avec elle. Mais moi aussi, là, je privilégierais une approche hybride, mais différente, soit de plutôt commencer à investir son nouveau capital progressivement seul et de voir tes réactions. Et si tu te rends compte que tu es à l'aise d'investir seul ou dans un robot conseiller, bien là, ensuite de ça, tu fais le transfert des fonds que tu as avec ta ou ton professionnel
pour commencer à tout gérer toi-même. Donc, tu y vas progressivement. La deuxième façon pour commencer à investir, donc on est dans l'étape 3 de l'investissement. Je rappelle, ça fait un petit bout qu'on jase du premier point qui est d'investir de façon autonome, mais on était dans le comment investir, on est à l'étape 3. Donc, je suis un peu perdu moi-même, donc je voulais vous le rappeler. La deuxième façon d'investir, c'est d'utiliser un robot conseiller. L'étape 1, ouvrir un compte avec un robot conseiller et déposer de l'argent. Vous allez devoir répondre à des questions pour déterminer votre profil, vos actifs et tout ça. Et vous avez la possibilité d'ouvrir différents types de comptes, bien sûr. L'étape 2, investir dans le portefeuille proposé par le robot conseiller. Il va vous proposer une série de FNB indiciels selon votre profil. Une fois que vous avez choisi le ou les FNB, ben vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste des virements à faire dans votre compte. Une fois que l'argent va être dans le compte, ben le robot va investir cet argent-là et vous pouvez retirer vos actions en tout temps si vous le souhaitez. Troisième étape, automatiser ces investissements. Donc, vous devez lier votre compte bancaire à la plateforme qui a été choisie sur laquelle vous avez votre robot conseiller et vous devez déterminer la fréquence des investissements. Donc, je veux exemple qu'il y ait tel montant qui parte de mon compte aux 2 semaines dans le FNB choisi. À la page 232, elle offre un comparateur des robots conseillers. Je trouve ça super, là, je les connaissais pas toutes. Donc, vite de même, avec les frais de gestion, je trouve que le robot de Quest Wealth me semble le plus intéressant avec juste 1000 $ de dépôt minimum. Mais il y a aussi celui de Wealth Sample à 0 $ pour le dépôt minimum. Et il y a RBC InvestiClick, que le dépôt minimum est à 100 $. Les autres sont tous plus hauts. Donc, juste avec les chiffres partagés, là, j'ai rien testé de tout ça, mais ça me semble être les 3 peut-être robots conseillers les plus intéressants. La limite du robot conseiller, ben, c'est que tu n'as aucun conseil, aucune planification. Tu peux combiner tout ça peut-être avec une planification professionnelle au début. Donc, tu rencontres un conseiller à l'heure et ensuite, un coup que tu as ton plan, ton FNB, ben là, tu t'en vas dans ton robot conseiller pour les 30 prochaines années. Et la troisième façon, c'est de faire affaire avec un professionnel. C'est la façon la plus coûteuse en frais de gestion, mais l'auteur répète qu'elle croit beaucoup au conseil, comme le montre elle-même sa stratégie hybride. J'aurais été curieux qu'elle partage les coûts estimés associés à ses frais sur 30 ans pour dresser un portrait réaliste au lecteur, mais ça, c'est peut-être moi qui est un peu trop intense et borné là, dans tout ça. Là. J'aime bien au contraire qu'elle montre de façon plus neutre que moi, je trouve, les deux côtés de la médaille. Ça, j'apprécie ça, puis je pense que c'est important de le faire. Donc, si je peux mettre un peu d'eau dans mon vin, là, je pense que c'est important qu'elle l'ait fait dans son livre. Selon Fabien Major, plus le capital des gens va augmenter, donc plus votre portefeuille est gros, plus les craintes de commettre des erreurs coûteuses augmentent. Donc, plus qu'on a un gros portefeuille, plus les gens vont être portés à faire affaire avec un professionnel. Et ça, je peux le comprendre. Il y a une différence en ce moment quand j'achète 3 000 $ d'une action et plus tard, quand je vais acheter 53 000 $, ça se peut que j'hésite un petit peu plus avant de cliquer sa souris. L'avantage de faire affaire avec un conseiller, ben, c'est la paix d'esprit, un soutien psychologique et émotionnel également. Richard Morin, le même que tantôt, qui proposait des produits FNB indiciels, mais à 1,25% quand même, là, il dit aussi qu'eux font de l'éducation. Honnêtement, depuis que je fais le podcast, j'ai parlé à beaucoup de personnes, en plus de mon entourage et de mes expériences, là, et j'ai vu aucune éducation financière des conseillers financiers qui accompagnaient ces gens-là, juste du jargon pour s'assurer que le client comprenne le moins possible les différentes implications des choix qu'il fait. Donc, désolé, mais ici, sur l'éducation financière, peut-être que Richard Morin le fait, mais moi, je passe mon tour, là, je crois pas à ça. Tous les gens que j'ai rencontrés n'ont eu aucune éducation financière et c'était même le contraire, c'était presque de la désinformation pour s'assurer que les gens continuent à investir dans un produit à 2,7%. Ici, je suis désolé, là, c'est pas gentil pour la plupart des gens qui font peut-être un bon travail, mais ce que je vois, c'est le contraire de ça. Elle dit que l'industrie s'est modernisée en offrant de plus en plus des fonds négociés en bourse indicielle aux clients avec 0,15% de frais de gestion. Mais encore une fois, je dois avouer que ce que je vois, c'est oui, le FNB est à 0,15%, mais j'ai vu personne avoir accès à ces produits-là dans les grandes institutions sans le demander et sans justifier sa demande. Parce que les conseillers qui étaient concernés tentaient de dire que le rendement du fonds actif qu'il y avait en ce moment, du fonds commun de placement, allait être meilleur pour X raisons dans le futur. Et en plus de ça, c'est pas 0,15% de frais parce qu'il s'ajoute 0,75% de conseils. Donc, en fait, le FNB qui vaut 0,15 va te coûter presque 1% de frais de gestion pour un FNB qui est à 0,15% de frais à la base. Et le conseil, ben, c'est de pas se parler pendant les 2 dernières années. Donc, bref, je suis un peu... Vous sentez peut-être ma colère un petit peu là, parce que j'accompagne beaucoup de gens qui ont eu des mauvais conseillers, mais c'est sûr que là, en science, on dit un N, là, j'ai un échantillon assez petit, parce que c'est sûr que les gens qui viennent me voir
sont pas satisfaits. Donc, c'est un échantillon biaisé que j'ai, là. Les gens que ça fonctionne bien m'écrivent sûrement pas. Donc, peut-être que eux, leurs conseillers font un bon travail. Donc, faut vous en prenez puis vous en laisser dans ce que je dis. Mais c'est sûr que moi, ce que je vois, c'est catastrophique, là. C'est des gens qui doivent justifier chaque décision qu'ils veulent prendre qui s'éloigne des fonds communs à 2-3%. Je le répète juste pour être sûr, là, j'ai rien contre les bons professionnels dans le domaine financier, mais ils sont pas tous comme ça dans le domaine. C'est ça que je trouve plate. Et ce que je trouve encore plus plate, c'est que ça peut coûter très cher de faire affaire avec un mauvais conseiller. Elle propose justement 5 questions à poser à un conseiller pour choisir un bon conseiller. Pourquoi tu fais ce travail-là? Qu'est-ce qui te passionne dans les finances? C'est quoi ta philosophie de placement? Comment tu fonctionnes? Comment fonctionne ta rémunération? Et qu'est-ce que tu peux m'apporter comme service aux plus-values? Son truc de pro, c'est de demander au conseiller de vous vulgariser un concept financier, n'importe lequel, comme si vous aviez 9 ans. Par exemple, lui demander c'est quoi un FNB. S'il est capable, ben c'est un bon baromètre pour sa compétence. Encore une fois, je nuance. Je dirais plus que c'est un baromètre de son incompétence. S'il n'est pas capable de vous dire c'est quoi un FNB, ben partez en courant sans vous retourner. S'il répond bien, ça veut pas dire que c'est un bon conseiller, ça veut dire qu'il connaît c'est quoi des FNB, mais je veux dire, c'est la base. Ma fille de 7 ans comprend c'est quoi un FNB. Ce que je lui poserais plutôt comme question, c'est est-ce que tu vas mettre des FNB dans ma stratégie d'investissement et pourquoi? Donc, s'il dit non, il a besoin de justifier ça d'une façon assez magistrale. Habituellement, elle dit que les frais de gestion sont autour de 1 à 1,5%. Moi, ce que je vois dans tous les gens que j'ai accompagnés ou dans tous les gens qui m'entourent dans mon entourage, c'est des frais souvent entre 1,5 et 3%. J'ai jamais rien vu en bas de 1,5% avant que je dise à la personne de poser telle ou telle question à son conseiller. À la page 237-238, elle identifie les différents types de conseillers. Je trouve ça intéressant parce que moi-même, je suis tout le temps mélangé à travers les différents types qui existent, mais je trouve ça plate à synthétiser sur le podcast. Donc, je vous invite à lire les pages 237-238 si vous le souhaitez. Elle termine en disant qu'on montre souvent 2 graphiques pour faire ressortir l'atrocité des frais de gestion sur 30 ans. Je suis coupable, je le fais souvent, elle a raison. Rien ne dit que vous allez avoir la solidité en tant que gestionnaire autonome de respecter votre stratégie et de battre ce que vous auriez pu avoir avec un professionnel. Je dois donc rappeler que je suis pas contre les conseillers. Je semblais l'être un peu plus dans cet épisode-là, là, mais je veux nuancer certains propos peut-être. Je crois aussi comme l'auteur qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas faites pour investir seules, qui vont paniquer à chaque nouvelle et qui m'écrivent. Cependant, je pense qu'en s'éduquant, notamment avec son livre à elle ou mon podcast ou d'autres livres que je vous résume, c'est possible d'augmenter le 2% mentionné dans le livre des personnes qui sont capables d'investir seules. Je pense qu'il y a plus que 2% de la population qui est capable de bien investir seule si elle prend le temps de s'éduquer financièrement. Et si c'est pas d'investir seul, au moins en posant les bonnes questions à son conseiller. J'ai des gens qui venaient me voir qui avaient des fonds communs à 2,7%. J'ai dit pose juste ces 3 questions-là à ton conseiller et ils se sont retrouvés avec des FNB indiciels à 0,75% qui faisaient les mêmes rendements et encore mieux. Donc, c'est pas nécessairement d'investir seul, mais c'est de s'éduquer pour questionner son conseiller et changer de conseiller s'il n'est pas d'accord pour aller dans des FNB. En conclusion, je suis désolé, encore un gros épisode, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est un livre fascinant. J'avais justement des attentes super élevées avec toutes les recommandations que j'avais reçues. Je dois avouer qu'après les deux premiers chapitres, je me disais que le livre répondait pas à mes attentes. En fait, j'apprenais rien de nouveau. Par contre, rendu au 6e chapitre, j'appréciais ma lecture puis je me disais que j'abordais pas le livre de la bonne façon. En effet, le livre visait pas à instruire des gens comme moi qui avaient déjà lu plus que 100 livres, mais ceux qui commençaient à s'intéresser à l'investissement. Donc, en le regardant de cette façon-là, je dois avouer que le livre est solide. Il y a beaucoup de listes, il y a des synthèses qui sont faites à l'intérieur du livre, il y a plusieurs exemples. Dans les livres en français, je le mets aux côtés de ceux de Pierre-Yves McSween, Jean-Sébastien Pilote, Nicolas Bérubé et Danny Provost. Je crois que pour les femmes, c'est probablement le livre idéal avec le ton humoristique et il y a plusieurs insides que j'ai à moitié compris, mais peut-être que vous allez mieux les comprendre. Elle aborde vraiment toutes les bases et ce que j'ai aimé, c'est qu'on passe pas 10 pages à traiter d'un sujet pour rien. Elle va straight to the point avec des exemples concrets et elle passe au point suivant. Donc, les propos sont aussi appuyés par des entrevues, des références. Donc, bravo, c'est un excellent travail d'écriture. C'est très concis comme livre. Petit détail par contre, je trouve qu'elle écrit beaucoup au masculin à plusieurs endroits dans le livre, donc exemple le mot investisseur au masculin toujours, alors que le livre est principalement destiné aux femmes. J'aurais peut-être opté pour une écriture plus orientée vers les femmes, mais il doit avoir une raison pourquoi elle le fait, genre
la langue française probablement, je sais pas trop. Bref, c'est un livre que je recommande fortement et que je vais assurément offrir à mes filles dès qu'elles vont être intéressées un peu par l'investissement. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Ben, comme elle dit elle-même en conclusion, je retiens 2 mots, patience et discipline, et moi j'en ajouterai 2 autres, littératie financière. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Pamela Yellen qui a été écrit en 2016, qui s'intitule The Bank on Yourself Revolution, une stratégie d'investissement qui m'a vraiment bouleversé et que j'ai bien hâte de vous présenter. Ce jeudi, il n'y a pas d'analyse d'action parce que c'est le 10e épisode des abonnés. On va parler de XEQT versus XEQT et VFV. Donc, est-ce que je dois juste investir dans XEQT ou le mélanger avec un indice plus SP500? Deuxième point, c'était une histoire d'horreur d'un couple d'amis avec leurs conseillers. On va voir justement ce que je parlais aujourd'hui. Troisième point, investir avec une banque ou non. Quatrième point, acheter une voiture avec son CELI ou non. Et cinquième point, dans quoi investir sa mise de fonds. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.